frère du Grand Orient de France devient Léa en 6044. Nous sommes donc dans une fiction. Et Léa s'interroge sur les organisations administratives et politiques du Grand Orient de France. Que voudrait-elle changer? Alors c'est un roman, comme vous l'avez laissé entendre, roman de fiction, mais qui se fonde sur la réalité malheureusement d'aujourd'hui, aussi bien au niveau de la maçonnerie qu'au niveau de la société. Elle va être confrontée, cette Léa, à une société qui se durcit, qui remet en cause la démocratie, qui remet en cause la franc-maçonnerie. Et au sein même de la franc-maçonnerie, eh bien, des questions existentielles se posent entre les symbolâtres, comme je les appelle, et puis les progressistes. Puisqu'on parle des symbolâtres, il semble dans cette fiction, nous sommes en 2046, il semble qu'un courant ésotérique de symbolâtres veuille s'opposer aux tentatives d'extériorisation mal ficelées des années 2030. Alors, c'est quoi les tentatives d'extériorisation mal ficelées? Oui, ben c'est s'opposer par exemple à l'extrême droite, qui est l'un des deux ennemis de la franc-maçonnerie historique, ennemi historique en tout cas dans l'histoire contemporaine. Et le second ennemi, c'est de l'intérieur, c'est les francs-maçons eux-mêmes qui s'appuient sur le secret de leur loge pour alimenter les fantasmes dans la société. On parle de complot maçonnique, de loges saccagées aujourd'hui, en 2022. Est-ce que tout ça est lié à une évolution politique que l'on retrouve dans le roman? On dit toujours que l'histoire ne se répète pas, mais en tout cas, je l'ai fait bégayer. Elle bégaye déjà aujourd'hui et elle risque de bégayer de façon plus importante encore dans les prochaines années. J'ai volontairement rappelé le camp d'extermination d'Auschwitz et la Shoah en général, parce que, me semble-t-il, le risque court toujours dans les prochaines années. Voilà, d'un obscurantisme qui va s'installer et dont les francs-maçons feront partie des victimes. Parlons un peu de la situation sociale et maçonnique des transgenres et LGBT. Elle est très présente dans le livre. Vous êtes chirurgien dentiste, vous avez donc été médecin, vous avez une formation de médecin. Est-ce que, pour donner autant de détails sur la biographie de ces personnes qui deviennent transgenres, est-ce que vous vous êtes appuyé sur vos simples connaissances ou vous avez des amis proches qui vous ont permis d'en dire autant? D'une part, le roman est né d'une rencontre avec Olivia Chaumont. Je faisais allusion à Olivier Chaumont, qui est devenu Olivia dans les années 2008-2009 et qui a posé contre son gré involontairement de nombreux problèmes au Grand Orient de France. On peut dire que Olivia, sans le vouloir, fut à l'origine de la féminisation du Grand Orient de France, de l'entrée des femmes et des sœurs au Grand Orient de France. Donc ça, c'est le début du roman. Et puis surtout, Olivia Chaumont, en tant que telle, a écrit un livre en 2013 qui raconte sa transformation d'homme en femme. Il m'a suffi de lire, alors d'être en rapport d'abord avec Olivia, évidemment, et puis il m'a suffi de lire son livre, qui date donc de 2013, pour en savoir davantage sur l'opération chirurgicale, sur l'aspect psychologique, évidemment, de cette transformation et tout ce qui s'ensuit dans le protocole qui dure plusieurs années. Voilà. Mais au-delà de ça, évidemment, en étudiant un peu le sujet des transgenres, je me suis aperçu que la sexualité des boomers, auxquels je fais partie, comme vous, j'imagine, à l'époque, elle se définissait entre les hommes et les femmes. Et puis, leurs enfants, chez leurs enfants, ça s'est défini entre les homosexuels et les hétérosexuels. Et puis, les petits-enfants, aujourd'hui, ont tendance à se définir entre les trans et les autres. De plus en plus de personnes ne veulent plus se définir, alors quand je dis de personnes, des jeunes générations, vraiment nos petits-enfants, ne veulent plus se définir entre hommes et femmes, en hétéro-homo, bref, ne veulent plus être définis en fonction d'un genre sexuel. Et la maçonnerie a du mal à s'adapter. Comme elle a du mal à s'adapter à l'entrée des femmes en maçonnerie,
hormis le droit humain en 1893, mais sinon, il a fallu 250 ans au Grand Orient pour admettre les femmes. D'autres obédiences ne les admettent toujours pas. Voilà à peu près, disons, la ligne directrice que j'ai suivie pour me fonder et imaginer un personnage qui est Léa, qui est en effet transgenre et qui devient la numéro un, la number one, d'un Grand Orient unifié. Je dis bien unifié parce que les autres obédiences, 20 ans plus tard, dans 20 ans, on va dire, seront peut-être obligées de se plier au fait qu'il n'y a plus de discrimination de genre au sein de leur association. Vous faites sans arrêt un aller-retour entre la société et la maçonnerie, donc vous imaginez qu'on puisse avoir une première ministre femme et homosexuelle. Est-ce que c'est plausible compte tenu de l'évolution de notre société extérieure à la maçonnerie aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je crois que les sondages, les Français ne voient aucun inconvénient, on se fiche de plus en plus de la sexualité des uns et des autres, ne serait-ce que ça. Alors qu'en loge, bizarrement, je veux dire, c'est pas tout à fait le cas. Je ne vous apprendrai peut-être rien, mais le machisme est toujours de rigueur, pour beaucoup en tout cas. Il a fallu lutter de nombreuses années au sein du Grand Orient, c'est celui que je connais, c'est cette obédience que je connais principalement. Il a fallu lutter de nombreuses années pour finir à accepter les femmes au Grand Orient de France. Et encore une fois, je laisse entendre que Olivia Chaumont n'y est pas pour, n'y est pour quelque chose. Et je pense qu'il y aura une évolution. Pendant longtemps, je disais, après tout, liberté aux loges d'être strictement masculine, féminine ou mixte au sein d'une obédience quelle qu'elle soit. Je pense que l'évolution des mœurs est telle que demain, ce sera même plus acceptable cette discrimination de genre, comme ces discriminations de réunion que nous avons vues encore il n'y a pas si longtemps, que des femmes, que des noirs, par exemple, ce sera plus acceptable dans la société de demain, me semble-t-il. Encore une fois, c'est une fiction, donc je peux me tromper. Est-ce que le vécu concret d'un numéro 2 du Grand Orient de France peut faire émerger aujourd'hui les freins qui empêcheraient, pourquoi pas, Audrey Desplanques, qui est conseillère de l'ordre, de devenir grande maîtresse? Historiquement, c'est la première femme élue au Conseil de l'ordre du Grand Orient de France. C'est quand même très important. Historiquement, je tenais à ce qu'elle figure dans ce roman. Après, sa destinée n'est pas toute tracée. C'est toujours une simple femme, une sœur, parmi un marigot d'hommes, marigot de crocodiles. Là, elle rentre dans un rôle politique. Je ne vous apprendrai rien, mais le Conseil de l'ordre est un autre monde, un monde important, nécessaire pour faire fonctionner l'audience, mais là, ce sont des enjeux hautement ou bassement politiques sur les différents États. Audrey Desplanques a dû s'en apercevoir, elle qui se retrouve seule femme au sein de 36 autres crocodiles, donc dans un marigot, avec des tractations, enfin en tout cas des décisions politiques. Voilà, c'est à elle de prendre son destin en main, mais si j'ai bien compris, cette année, elle n'est pas rentrée au bureau, alors que, me semble-t-il, c'était une occasion en or pour le Grand Orient de France et son Conseil de l'Ordre de faire rentrer la première sœur donc de l'histoire du Grand Orient de France au sein même du bureau pour pourquoi pas demain être grande maîtresse, mais c'est une faute du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France de ne pas l'avoir fait rentrer dans le bureau pour sa deuxième année de mandat. C'était une façon forte et symbolique de montrer que les femmes pouvaient accéder aux premières fonctions de l'obédience, pourquoi pas en tant que grand maître ou grande maîtresse, mais au moins pour sa troisième année comme premier adjoint du grand maître, parce que normalement le grand maître d'aujourd'hui sera toujours le même. La vie est un long fleuve tranquille, ce sont les berges qui sont dangereuses. Alors, je voudrais un commentaire là-dessus. Les combats se situent sur les rives et non pas au milieu du fleuve. Ok. Jean-Philippe Marcovici,
Merci pour cet ouvrage qui est une superbe interrogation sur l'évolution des mœurs et de notre démocratie chancelante. Vous souhaitez un Grand Orient unifié. Peut-être pourrions-nous souhaiter une réunion des grandes obédiences de France unifiée, pourquoi pas en 2045. Ah non.